Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour à tous, nous sommes le mardi 27 mai 2025, c'est la revue de presse numéro 518. Alors les Russes avancent toujours dans le Donbass. Monsieur Donald Trump s'est calmé. Il n'y a pas encore de sanctions en vue contre la Russie. Des attentats en France contre des installations électriques. Et Youssef Indy, que vous devez connaître tous, écrivain qui s'est prononcé, bien entendu, contre Netanyahou, a été convoqué par la police française. Voilà où on en est. Bon, bonne lecture, c'est la revue de presse numéro 518 du mardi 27 mai 2025. À bientôt. On va commencer avec une bonne nouvelle pour les deux armées, puisqu'il y a eu un nouvel échange de prisonniers. 1000 Ukrainiens sont rentrés en Ukraine et 1000 Russes sont rentrés en Russie. Cette dernière semaine a été marquée par des bombardements respectifs importants. Russes et Ukrainiens ont bombardé le territoire de leur adversaire de manière plus intensive cette dernière semaine. La ville de Kiev a été bombardée, notamment 2 nuits de suite, les 23 et 24 mai. Un incendie s'est déclaré au sud de l'aérodrome d'Ostomel, donc je vais vous montrer où cela se situe, et plus précisément donc sur l'usine Antonov, qui se situe ici exactement, donc on se trouve à l'ouest de la ville de Kiev. Le reste de l'Ukraine a également été soumis à des frappes russes avec des missiles et des drones. Les régions de Dnipro, Odessa, Jitomir, Mykolaïv et Soumy ont été bombardées. Et dans ces frappes, selon les autorités ukrainiennes, 13 personnes auraient trouvé la mort et 57 auraient été blessées. A noter qu'entre le 23 et le 26 mai, les Russes ont lancé sur l'Ukraine 31 missiles Iskander, 24 calibres, 32 autres missiles de croisière et plus de 500 Guéran. L'Ukraine n'est pas restée inactive puisqu'elle a lancé également un nombre record de drones sur la Russie et la plupart ont visé Moscou, comme vous pouvez voir sur cette carte. Et nous avons également eu plusieurs explosions qui ont pu être documentées, notamment ici au sud de Moscou. Donc ici, exactement. Ainsi qu'au nord-est de Moscou, à plus de 800 km de la frontière ukrainienne. Le chancelier allemand Merz, ainsi que la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont annoncé qu'ils n'imposeront plus de limites de portée aux Ukrainiens concernant les missiles occidentaux. Le président Zelensky devrait rencontrer le chancelier allemand demain, mais à ce jour, les Allemands n'ont pas autorisé la livraison de Taurus à l'Ukraine et d'ailleurs, ils ne communiqueront plus sur les armes qu'ils vont livrer à l'Ukraine. Ici, je vous partage une petite carte avec la portée des missiles et des drones employés donc par l'Ukraine. Donc on peut constater que les missiles Attack-MS, les Storm Shadow, ont une portée de 300 km, donc représentés en orange sur la carte. Les Ukrainiens pourraient théoriquement atteindre Moscou avec les missiles Taurus, donc qui ont une portée de 500 km, mais cela sous-entendrait de pouvoir lancer ces missiles proches de la frontière russe, donc au nord des régions de Tcherniv et de Soumy, en prenant donc des risques avec la proximité des forces russes et de leur défense aérienne. Mais aujourd'hui, seul le drone anglo-portugais, le Take-Ever AR-3, a une portée de 1000 km et peut atteindre la ville de Moscou. Les cibles qui sont visées et touchées par les missiles ou les drones russes sont des cibles qui se trouvent en périphérie des villes. Alors on va vous dire oui, c'est Kiev, c'est Jitomir, c'est Kharkov, c'est machin, c'est Lvov, Krivoy Rog, Dniepopetrovsk, etc. Sauf que ce qui est ciblé en ce moment, comme d'habitude. Alors, il y a eu quelques frappes qui ont effectivement tenté dans Kiev de taper le siège du SBU, qui ont essayé de taper des centres névralgiques des services de renseignement ukrainiens, hein, pas n'importe quelle école ou université comme à Gaza. Mais c'est tout. Donc là, aujourd'hui, on est sur des frappes sur des dépôts de munitions,
sur des usines qui fabriquent des drones, hein, puisque la seule production industrielle militaire d'envergure des Ukrainiens, c'est des usines de drones. Et donc, c'est surtout ça qui est ciblé en ce moment. Il y a aussi des quartiers généraux, il y a aussi dans les frappes elles-mêmes, hein, puisque je rappelle, les Russes, première vague Shahid, pour que la défense antiaérienne adverse se révèle, enfin les radars, qu'il y ait des tirs de batteries antiaériennes qui vont dépenser bêtement leurs munitions sur les Shahid. Si elles le font pas, le Shahid il touchera des cibles. Et puis une fois que tout ça s'est bien allumé, que les munitions ont été utilisées, on envoie une vague qui va détruire les radars qu'on aura repérés parce qu'ils se seront allumés trop longtemps. Et enfin, la dernière vague qui, elle, vise les cibles elles-mêmes, puisqu'il n'y a plus rien pour les intercepter, ces missiles-là. Donc, c'est généralement là que les Iskander rentrent en action. Et donc, on vise aussi des quartiers généraux qu'on a pu identifier. C'est comme ça qu'on nous dit encore, tiens, faut surveiller la nécrologie de tel ou tel pays de l'OTAN, là, parce qu'il y aura peut-être des conseillers militaires qu'on va nous annoncer comme ayant fait des chutes au cours d'une randonnée. Une randonnée dans les Pyrénées, voilà. Voilà, donc faudra surveiller ça. Mais il n'y a pas, je rappelle, là, on a eu malheureusement moyen de comparaison, pas ce week-end, mais le week-end précédent. Israël s'est mis à taper encore plus fort que d'habitude sur la bande de Gaza. En moins de 48 heures, les frappes israéliennes ont tué 200 personnes. 200 personnes. Là, sur tout le territoire de l'Ukraine, il n'y a même pas eu, je crois, 12 morts après 300 vecteurs balancés en l'espace de moins de 72 heures. Voilà, et donc ça veut dire qu'on vise pas le cœur des villes, là où habitent les gens. Ça veut pas dire, comme d'habitude, qu'il n'y a pas un vecteur qui, dévié de sa trajectoire, va malheureusement tomber ailleurs que là où c'était prévu, que des anti-aériens, des missiles anti-aériens qui sont plus ou moins défectueux vont faire tomber un missile aussi à un endroit qui n'est pas prévu, que ses propres missiles anti-aériens eux-mêmes peuvent tomber parce qu'ils vont pas atteindre leur cible, mais des frappes qui délibérément faites par les Russes touchent les populations civiles, c'est non. C'est une petite phrase qui fait beaucoup parler, prononcée lors d'un entretien avec la télévision publique allemande à Berlin. Il n'y a plus de limite de portée pour les armes qui ont été livrées à l'Ukraine, ni par les Britanniques, ni par les Français, ni par nous, ni par les Américains. Cela signifie que l'Ukraine peut désormais se défendre, par exemple en attaquant des positions militaires en Russie. L'Allemagne va-t-elle rejoindre la liste des pays qui livrent des missiles à longue portée à l'Ukraine ? En novembre dernier, Joe Biden donnait son feu vert à Kiev pour lancer des ATACMS d'une portée de 300 km contre des cibles situées en Russie, a priori dans une zone délimitée au territoire de Koursk, partiellement occupée par l'Ukraine. À la même époque, l'Ukraine tirait aussi pour la première fois des Storm Shadow britanniques sur la Russie, après avoir reçu une autorisation de Londres, selon des médias d'outre-Manche, sans qu'aucun commentaire officiel n'émane du 10 Downing Street. Quant à Emmanuel Macron, il avait annoncé il y a pile un an que des frappes en Russie étaient possibles, alors que la France avait livré à l'Ukraine des missiles Scalp. Son ministre des Affaires étrangères affirmait qu'autoriser des frappes sur des cibles depuis lesquelles les Russes attaquent le territoire ukrainien demeurait une option. Ambiguïté stratégique, la sortie du chancelier allemand a fait réagir le Kremlin. Si ces décisions ont vraiment eu lieu, elles vont absolument à l'encontre de nos aspirations à entrer dans un règlement politique. Et donc c'est une décision assez dangereuse. L'Allemagne est le deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine, mais le précédent gouvernement du social-démocrate Olaf Scholz avait refusé de livrer à Kiev des missiles Taurus d'une portée de 500 km. En avril, Friedrich Merz s'était montré ouvert à l'idée de débloquer ces livraisons, ce qui avait déclenché à l'époque une réaction beaucoup moins mesurée de Moscou. Le chef de la diplomatie russe expliquait alors que toute frappe avec ces missiles contre des installations russes serait considérée comme une participation directe de l'Allemagne au conflit. Alors Vincent, l'Ukraine peut utiliser désormais, comme elle l'entend, les armes à longue portée que lui livre l'Allemagne. Oui, il n'y a plus de limitation de tir. Le chancelier Merz a levé hier l'interdit. L'armée ukrainienne peut bombarder, si elle le souhaite, les sites militaires en Russie même. Avec les missiles sol-sol français, britanniques ou américains, elle peut frapper à 250 km au-delà de sa frontière. Avec les missiles Taurus, la ligne de front est rejetée à 500 km, 2 fois plus loin. Est-ce que le nouveau chancelier
chancelier a livré ses missiles que l'ancien chancelier Scholz s'interdisait de fournir pour ne pas peur de déclencher l'escalade? Eh bien, on n'a pas la réponse. Le brouillard est aussi épais que le matin en automne dans la forêt noire. Quand il était dans l'opposition, Friedrich Merz réclamait cette livraison sur tous les tons, mais depuis qu'il est au pouvoir, il est plus retenu et son ministre de la Défense est carrément timoré. En tout cas, s'il donne les Taurus aux Ukrainiens qui les réclament, il ne s'en vantera pas. Et cette discrétion relève de l'ambiguïté stratégique. Il s'agit de montrer à la Russie la détermination des Européens, mais de rester flou sur les moyens mis en œuvre. Alors l'avantage secondaire à rester flou, c'est d'éviter de faire les comptes, éviter de regarder en face cette réalité. L'Europe ne s'est jamais donné les moyens, notamment industriels ou stratégiques, de gagner cette guerre par Ukrainiens interposés. Les discours va-t-en-guerre vocifèrent, le déni prolifère. Depuis 3 ans, la Russie a militarisé son industrie à marche forcée. Elle produit désormais 4 fois plus d'armes que l'Europe. Et l'OTAN vient de publier un rapport qui souligne que, par exemple, l'an dernier, les Russes fabriquaient 300 drones Shahed par mois. Ils en produisent désormais 100 par jour. Le Kremlin dénonce la décision allemande qu'il trouve assez dangereuse et qui va, je cite le Kremlin, à l'encontre de ses aspirations à entrer dans une négociation politique. Oui, bien sûr, bien sûr. Les Ukrainiens ont essuyé hier une 3e vague de bombardements massifs avec plus de 350 drones. Les optimistes les plus fervents en déduisent que les Russes s'approchent de la table des négociations et veulent s'y asseoir en position de force. Les plus pessimistes, que Poutine ira jusqu'au bout, qu'il veut l'Ukraine à genoux, pas seulement dépouillée du Donbass et de la Crimée, mais aussi débarrassée de Zelensky, détachée de l'Europe et désarmée. Semble-t-il, c'est l'état d'esprit de Donald Trump. Ces efforts pour imposer une négociation ont tourné court. Le président a dit hier matin que les bombardements ne lui plaisaient pas du tout, que Poutine était fou. Mais dans la même phrase, il a une fois de plus accusé Volodymyr Zelensky de créer des problèmes et ce renvoi dos à dos trahit sa lassitude. On le sent tenter de laisser tomber le dossier. Il a toujours trouvé cette guerre stupide. Les Européens qui se réjouissent que Donald Trump ouvre enfin les yeux devraient ouvrir les leurs. Cesser de croire que l'Amérique va revenir, qu'elle va reprendre sa place à la tête de l'OTAN, que Donald Trump peut partir en croisade comme le faisaient ses prédécesseurs. Malheureusement, l'Europe ne peut compter que sur elle-même. À défaut de s'armer et de se battre, il faut négocier, c'est-à-dire accepter le fait accompli peu ou prou, pas seulement abandonner la Crimée et le Donbass d'ailleurs, ça c'est déjà fait, ça veut dire aussi laisser Moscou fouler aux pieds impunément le droit international, ce qui va l'encourager évidemment à marcher sur les pieds de ses voisins, comme si l'Empire russe était reconstitué. Friedrich Merz a franchi un Rubicon hier en autorisant l'Ukraine à utiliser ses armes contre la Russie. Mais c'est trop peu et c'est trop tard. Cela tient du baroud d'honneur. Les guerres perdues laissent un seul genre d'alternative, choisir entre le mal et le pire. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Tonton Merz, qui marche dans les pas de son grand-papy, qui servait à Dijon dans l'organisation la SS, voilà, le grand-papy de Merz, il travaillait dans la SS à Dijon en 1943, je le rappelle. Lui, il nous dit encore une fois, avant de se faire rembarrer, je pense, sous 24 heures par Washington, il nous dit on peut taper dans la profondeur. Oui. Alors, Merz, il te reste combien d'attaques MS à disposition? Il te reste combien de scalps? Rappelle-nous, parce que là, pour le moment, on n'a rien vu. On est au courant de rien. Tu nous racontes des trucs, on ne sait pas de quoi tu parles. Et puis les Taurus, Merz, qui te donnera l'autorisation de tirer avec sur le territoire russe? Washington? Bon, allez, oublie. Question suivante. Encore une fois, alors lui, à l'inverse de Donald Trump, pour exister, il continue de raconter n'importe quoi. Et surtout, il continue de nous faire croire qu'il est autonome. Il est autonome de rien. C'est Washington et le Pentagone qui décident. Et comme la dernière fois, quand il a ouvert sa gueule,
les Américains, dans les 48 heures qu'on suivi, lui ont dit, il y a quoi dans le Taurus? Il y a des composants annus? Tu fermes ta bouche, tu oublies cette histoire, va coucher. Donc là, entre ça et ce qui reste comme munitions, et puis surtout ce qui reste comme vecteur pour transporter ces munitions, c'est-à-dire des avions qui volent. Je rappelle qu'on a encore un F-16 qui s'est cassé la gueule, un F-16 ukrainien qui s'est cassé la gueule il y a une semaine, 10 jours maintenant, qui a été abattu par une bonne combinaison tactique d'un avion russe et puis d'un système S-400. Donc voilà, la dernière fois qu'il y a un F-16 qui a fait quelque chose de remarquable en Ukraine, il a balancé des bombes guidées françaises sur une cible et c'est tout. Les Russes prétendent que l'Ukraine a tenté de faire exploser l'hélicoptère du président russe Vladimir Poutine au-dessus de la région de Koursk la semaine dernière. Le général-major des forces aériennes russes, Yuri Dashkin, a déclaré que les attaques répétées par drone ont commencé au moment où le dirigeant russe a effectué une visite près de la zone de combat, rapporte BuzzPlus. Il y a quelques jours, il avait été rapporté un voyage de Poutine à Koursk, où des combats acharnés ont eu lieu entre Ukrainiens et Russes, un territoire russe. Pendant la période où le président Poutine travaillait dans la région de Koursk, les Ukrainiens ont lancé une attaque sans précédent avec des avions sans pilote. Donc moi je pense que les Russes, et on va voir à quel rythme ils continuent ou non ce genre de frappe, hein, parce que je pense que maintenant, après autant de frappes, ils sont obligés de faire une pause d'évaluation pour voir avec les satellites ce qu'ils ont vraiment détruit, ce qu'il faut retaper, comment, plus le renseignement bien évidemment au sol. Et puis en fonction de ça, on verra comment ils lancent ou non cette fameuse offensive estivale et quelle forme elle prend. Hein, moi, je pense qu'on sera sur un truc, s'il y en a une qui ressemblera à la séquence opérative de l'été 44 côté soviétique, avec non pas une seule offensive, mais trois séquences, enfin 3 opérations dans la séquence offensive. Bon, voilà, on verra comment ça se déploie ou pas. Mais ça me semble très important de comprendre qu'ils font pas ça, comme dit Goya, ils veulent terroriser les populations. Non, non, non. Au cours du week-end, ce sont plus de 900 drones russes, des dizaines de missiles qui ont été lancés contre des infrastructures civiles. Certains sont tombés sur la population. Au cours du week-end, il y a eu au moins une vingtaine de morts, plus de 80 blessés lors de ces frappes. Et c'est pour ça que le président Volodymyr Zelensky a rappelé hier soir ses partenaires internationaux à augmenter aussi la pression côté sanctions contre la Russie afin de toucher l'économie russe au cœur, empêcher la Russie de produire puis de lancer ces missiles, ces drones contre la population russe. Le président ukrainien a également annoncé une augmentation du budget pour la fabrication ukrainienne, la production ukrainienne de drones, d'interception, de missiles aussi pour intercepter, pour travailler à la défense antiaérienne ukrainienne lourdement éprouvée ce week-end. Encore une fois, je rappelle, précaution première d'analyse, Donald Trump ne nous parle pas. Donald Trump, il parle au peuple américain. Et donc, le peuple américain n'a absolument pas, on le sait assez, les mêmes ressorts intellectuels, moraux que nous. Premièrement. Ensuite, il adore le spectacle, le peuple américain. Et surtout, là, le problème de Donald Trump, c'est qu'il faut occuper, faut tenir le crachoir parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à annoncer. Hein, c'est-à-dire que, alors oui, il est revenu du Moyen-Orient, tout le monde a dansé YMCA à Riyad, etc. Il a ramené des contrats mirifiques et tout, très bien. Mais là, du coup, dans la nouvelle séquence qui s'est ouverte avec le coup de fil de 2h30 avec Poutine la semaine dernière, en début de semaine dernière, pour le moment, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Et parallèlement à ça, Poutine, lui, est en train de faire de telle sorte à ce que tout ce qui est infrastructure, dépôt de munitions, usines de fabrication de drones, etc. en Ukraine soit aplati purement et simplement. Donc, ça fait des bombardements, ça fait des images. Et donc, Trump, il est dans une situation, qu'est-ce que je vais raconter maintenant au peuple américain? Comment je justifie le truc? Donc, je vais faire mon Donald Trump. Je vais faire un grand coup de je suis pas content. Hein, l'autre, il est devenu fou. Alors, les médias américains, ils sont sympas parce qu'ils mettent Donald Trump a dit dans les traductions ou Donald Trump said. Bon, alors moi, quand je lis le mot dire, ça veut dire que c'est quelque chose d'oral. Hein, voilà. Donc, j'ai cherché hier toute la matinée, enfin toute la matinée, une partie de la matinée avant le bulletin de veille stratégique. J'ai vu sa déclaration. Ce qu'il dit, il a rien dit de tel.
Par contre, ensuite, il a écrit sur Truth qu'effectivement, Poutine était crazy, qu'il était fou, hein, en reprenant un peu ce qu'il avait dit dans son allocution. Il répond aux questions des journalistes sur le tarmac à chaque fois. Mais encore une fois, c'est pour occuper, parce que les journalistes lui disent, mais alors, vous parliez de reprendre des sanctions, etc. Oui, c'est possible, peut-être, je suis pas encore déterminé, mais c'est possible. On sait bien qu'il en a absolument pas envie, parce que je rappelle que les États-Unis, dans les discussions qu'il y a eu avec Poutine la semaine dernière, il y avait donc un peu d'Ukraine, hein, tiens, alors Zelensky, on le finit à quelle sauce? Il y avait probablement donc beaucoup de Moyen-Orient sur l'Iran et les conséquences d'un deal avec l'Iran sur tout le reste du Moyen-Orient. Et il y avait tout ce qui concerne les deals que Donald Trump veut signer avec Moscou pour l'économie américaine par rapport à l'accès à des terres rares et compagnie. Il a surtout pas envie de se fâcher en réalité avec Vladimir Poutine. Donc, il occupe l'espace. On est au bout de l'Eurasie et notre voisin, c'est la Russie qui va pas changer de continent et qui en plus, si jamais elle s'effondrait, ce serait une catastrophe pour le monde entier parce qu'il y aurait 5-6 000 têtes nucléaires qui se baladeraient et le chaos dans l'Eurasie et nous faisons partie nous sommes sur le continent eurasiatique. Voilà. Donc, je pense que en fait, l'Union européenne, elle fait pas de pression qui soit efficace, là, parce qu'on en est au 18e, on est en train de réfléchir au 18e train de sanctions, qui pour l'instant nous a plus sanctionné qu'il n'a sanctionné la Russie. Bon, c'est quand même terrible. Donc, moi je me souviens du jour où les 4 chefs d'État et de gouvernement là, sont allés à Kiev, le soir sur les plateaux, c'est une journée historique. Et ben non, c'était pas une journée historique, et lancer des ultimatums à la Russie ne peut pas marcher. Ça n'a jamais marché dans l'histoire. Et d'ailleurs, ça ne marche sur aucun pays, je le répète, qui a les moyens de résister à cet ultimatum. Quand on n'a pas les moyens, on cède, mais sinon on ne cède jamais à un ultimatum. Et la Russie, dans son histoire, encore moins que notre pays essayé avec la Chine, vous allez voir ce que ça va donner. Bon. Donc il y a quelque chose. Je ne comprends pas cette attitude qui consiste, encore une fois, à nourrir la surenchère, non pas à nourrir la pression, mais la surenchère. Henri Guénouille. Il est exactement en miroir, sauf que là, lui, il sait qu'il fait de la comédie pour occuper l'espace. Il est dans la même façon de procéder que les dirigeants européens quand ils parlent de Gaza. Ils te disent on va prendre des sanctions, on va faire ci, on va dénoncer, puis au final il se passe rien. Alors eux c'est parce qu'ils sont faibles et hypocrites. Lui c'est parce qu'il est juste obligé de te dire non mais regarde pas la réalité de ce qu'on fait là, t'inquiète on va gérer. Hein, voilà c'est tout. La mer Noire, où un Poséidon P8 a été repéré sur Flight Radar au sud du détroit de Kerch. Donc pour rappel, le détroit de Kerch se trouve ici, avec le pont portant le même nom. Et ce P8 a donc été observé ici le 26 mai. On note également une recrudescence de l'emploi de FAB par la Russie le long de la ligne de front ces dernières semaines. On va avoir une armée ukrainienne qui, faute de parapluie, de renseignements, d'apports éventuellement des CA ou ce genre de choses, n'aura plus la capacité d'arrêter militairement l'armée russe qui, là, pourra conquérir une zone tampon de 100-150 kilomètres dans l'oblast de Soumy, de Tcherniv, de Kharkov, et puis de reprendre tous les oblasts, et puis peut-être d'aller jusqu'à Odessa et la frontière avec la Transnistrie. Voilà, c'est tout ça, moins, c'est ce que plein de gens ont dit, moins Zelensky accepte les conditions russes rapidement, plus les Russes prendront plus que ce qu'ils n'ont demandé au départ. C'est tout, c'est assez simple. Et peut-être même qu'à la fin, c'est la survie de l'État ukrainien dans les formes géographiques qui va disparaître. Voilà, parce que c'est malheureusement le destin auquel Zelensky est en train vers lequel Zelensky est en train de l'entraîner. Donc en résumé, dans la région de Soumy, les Russes ont pris le contrôle du village de Bilovody. On note également des avancées sur les fronts de Kharkov, donc plus précisément à Vovchansk, un petit peu sur Siversk, à l'est du village de Verkhnomansky, sur Toretsk, ainsi que sur Donetsk, où les Ukrainiens risquent d'être encerclés sur Stara Mykolaïvka. Et la modification la plus importante de ces derniers jours sur la carte a eu lieu au nord de Rozdolny, où les Russes ont sécurisé plus de 40 km² de terrain, ce qui en fait la modification la plus importante de ces derniers jours. On s'en rend bien compte. Quand on regarde la guerre en Ukraine, les Russes font très très peu de morts civiles en réalité. Le nombre de morts civiles a
3 ans de guerre en Ukraine est inférieur au nombre de morts civiles à Gaza. Pourquoi? Parce que les Russes ont compris que pour gagner cette guerre, c'était pas de cibler les populations civiles. Il y a bien sûr les combats militaires, mais effectivement, si on désorganise tout le réseau informatique, électrique, d'Ukraine, eh bien, on met le pays à genoux. Oui. Il se mettait à voter pour appliquer les sanctions dont il est question aujourd'hui, mais ça serait un coup de tonnerre international monumental, parce qu'en gros, ils se foutent à dos tous les BRICS, puisque ce qu'ils ciblent, c'est tous les BRICS qui sont clients de la Russie. Donc, les États-Unis aujourd'hui ont-ils les moyens de se foutre à dos tous les BRICS? Réfléchissez 2 minutes. Non, c'est pas possible. Exactement. Non, mais bien sûr. Surtout, je le rappelle, que Donald Trump, la réalité de ce qu'il fait dans les profondeurs, dans la discrétion, pour pas qu'il y ait l'énervé de Tel Aviv qui lui casse les pieds, qui casse ses efforts, il est en train de négocier avec Téhéran. Hein, n'oubliez pas ça, et que Téhéran, c'est dans les BRICS. Hein, donc, arrêtons 2 minutes de croire n'importe quoi, essayons d'avoir une vision la plus globale possible, pour comprendre que tout ça, c'est de l'agitation. Le peuple américain, et là, ils se disent, ouais, nous, on a un vrai boss, on a un vrai chef. Regarde, ils sont prêts à taper les Russes et tout, on se laisse pas faire. Voilà. Ça me rappelle encore une fois ce que tentait de faire Gorbatchev pour masquer l'effondrement de l'Union soviétique en 87, 88, 89, 90. Voilà. Hein, on est encore une grande puissance. Oui, oui, c'est ça, Gorby, tu as raison. Некоторые западные компании начали отказывать нам не только в поставках оборудования, но даже в обслуживании этого оборудования медицинского. Кстати говоря, американские компании не отказывали, и поставляли, обслуживали все вот эти годы, без всяких сбоев. А европейские, многие соскочили. Qu'est-ce qu'on doit penser de la situation des Houthis là, du Yémen qui terrorisent les bateaux qui passent dans le secteur? M. Trump disait que les Houthis s'étaient rendus, mais là, je vois que dans les dernières heures, ils ont encore lancé des missiles en direction de l'aéroport à Israël, l'aéroport Ben Gurion. Alors, je te propose un exercice ce matin parce que tu as raison. Donald Trump a dit il y a quelques jours que les Houthis, après l'attaque organisée, concertée des Américains pendant 6 semaines sur leurs installations, se seraient rendus, auraient baissé pavillon. Or, on constate que ce n'est pas tout à fait vrai. On pourra tirer la conclusion tout à l'heure. Est-ce qu'ils se seraient rendus aux Américains et auraient accepté de ne plus attaquer les bateaux qui battent pavillon américain, mais auraient continué d'attaquer Israël avec souvent comme objectif l'aéroport Ben Gurion? Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'au départ, il y avait 2 objectifs. Les Houthis qui contrôlent l'accès à la mer Rouge attaquaient les bateaux qui y naviguent, donc étranglaient la circulation dans le canal de Suez, qui est un... Oui, parce que là, on parle bien de bateaux, pas de bateaux militaires, de bateaux commerciaux, là. On parle de bateaux commerciaux, une grande partie du commerce mondial. Tu as le canal de Panama qui permet d'éviter de contourner l'Amérique du Sud, puis tu as le canal de Suez qui permet de partir de la Méditerranée et d'arriver tout de suite de l'autre côté de l'Afrique. Et pour l'Égypte, c'est une machine à générer des revenus qui était considérablement plombé parce qu'il y avait beaucoup moins de trafic, justement parce que cette menace Houthi n'était pas qu'une menace, ça fonctionnait. Le trafic a été réduit. Il y avait 2 objectifs, donc faire pression sur les grandes puissances occidentales qui généralement sont celles qui sont intéressées par ce commerce, puis appuyer ce qui se passait à Gaza et fragiliser les Israéliens en attaquant le territoire. Alors, il y a eu plusieurs opérations qui ont été menées. À l'époque où M. Biden était président, on y arrivera, mais moi, je te dis que l'annonce par Donald Trump de ce qu'il s'était rendu est alliée à d'autres déclarations. Une sur le bouclier américain, le fameux Golden Dome dont on parlait la semaine dernière, cette idée de sanctuariser les États-Unis, de les rendre inattaquables. Alors, je te dirais, moi, que c'est une manœuvre de diversion, peut-être pour faire oublier ce qui s'est passé en mer Rouge, et aussi, à terme, effectivement, une envie profonde qui est celle du repli des États-Unis, qui veulent se retrouver dans leur petite bulle de sécurité et qui vont peut-être tranquillement se désinvestir des théâtres d'opération où on les a historiquement vus. Et je corrèle ça à une autre nouvelle dont on a parlé beaucoup depuis 48 heures, les déclarations de Donald Trump sur Vladimir Poutine, qui serait fou, qui clairement témoigne de son impatience, de son irritabilité. C'est d'ailleurs ce que Moscou a dit. Beaucoup d'émotions de la part du président Trump,
peut-être parce qu'il est frustré. Je pense que sa vanité peut être un peu aussi froissée. Il s'attendait probablement à ce que son arrivée puisse changer les choses. C'est ce qu'il a toujours dit, là. C'est ce qu'il a toujours dit, la puissance qu'il représente, la menace, la force qu'il représente allait faire plier les gens sans qu'il y ait même besoin. C'est un peu ça l'idée, sans même qu'il y ait besoin, lui, de sortir les armes, là, le fait que... L'hégémon américain, c'est ça, l'hyperpuissance américaine capable d'infléchir le cours des événements sans même qu'on ait à dégainer son colt. Et là, il perd patience. C'est bien dit. Et depuis quelques semaines, ce qu'on voit, c'est qu'à défaut d'une entente négociée, on sent que les États-Unis ont envie de se sortir de ce bourbier qui a coûté cher, évidemment, en matériel militaire, en argent, en aide à l'Ukraine. Pourquoi? Et c'est là que je te ramène à ce qui s'est passé depuis quelques années en mer Rouge. Premières opérations qui ont été déclenchées par M. Biden, Prosperity Guardian et Poseidon Archer, où les alliés anglais, français se joignaient aux Américains pour faciliter la navigation. Ça a été des échecs retentissants. Les Houthis ne se sont jamais tus, ont toujours été capables d'attaquer et de bombarder avec des missiles d'une manière ou d'une autre et de rendre la navigation très difficile, tellement que plusieurs des grands transporteurs ont choisi de ne plus passer par là parce que la protection, la Pax occidentale, n'arrivait pas à imposer le cessez-le-feu ou des conditions de navigation qui étaient propices. Alors, on a dit, Donald Trump va changer des choses, il va jeter les gants, et c'est vrai qu'il décide d'une nouvelle opération, Rough Rider, du nom de ceux qui accompagnaient le président Roosevelt lorsqu'il a fait campagne à Cuba. Et les Rough Riders, ou l'opération Rough Rider, c'est-à-dire on va rouler les mécaniques. Et on a déployé tous les moyens. Alors, il faut voir qu'aujourd'hui, une opération militaire pour les Américains, tu t'en es sans doute rendu compte, c'est très rarement des opérations où on déploie des troupes au sol. C'est arrivé en Afghanistan, c'est arrivé en Irak, mais c'est difficile et c'est coûteux. C'est des opérations à distance, des opérations aériennes où on veut soumettre l'adversaire sans trop prendre de risques. C'est ce qu'on a voulu faire. On a pris les plus grands moyens. 2 porte-avions dans un arsenal aux États-Unis qui en compte théoriquement 11 des porte-avions nucléaires. La réalité, c'est qu'il y en a généralement 6 ou 7 qui sont capables de voguer en même temps. C'est donc dire que plus ou moins le tiers des porte-avions américains étaient en mer Rouge. On a utilisé des F-35, la fine pointe de l'aviation de combat américaine, capable, dit-on, d'éviter à peu près toutes les menaces parce que furtifs. 6 bombardiers B-2. Ça, c'est là aussi ce qu'il y a de plus costaud, percutant et furtif, donc capable de passer sous les radars, d'éviter les batteries antiaériennes. Et 6 de ces bombardiers, on pense que c'est le tiers, parce qu'il y en a une vingtaine. Dans les faits, il n'y en a pas 20 qui sont capables de voler dans la flotte américaine. On cannibalise ces vieux avions qui ne sont pas produits. Pendant très longtemps, j'étais très réticent à utiliser ce mot, parce que pour des raisons... C'est trop long à expliquer ici, à la fois juridique, mais aussi historique. Et il faut se rendre à l'évidence, il y a des génocidaires au gouvernement d'Israël. Ils le proclament tous les jours. C'est effectivement des propos très virulents, il faut éradiquer. Ce n'est pas très compliqué, ils le disent nous-mêmes. Nous voulons tuer tout le monde, nous voulons détruire tout. Ça, ce sont des propos génocidaires. Et l'armée se livre à des actes qui sont, à minima, des actes massifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ça fait 1 semaine et demie que Netanyahou fait matraquer Gaza matin, midi et soir avec des dizaines de morts tous les jours. Et des fois, on est même sur des centaines de morts sur le week-end, pas qui vient de s'écouler, mais celui d'avant. Et puis, on devait avoir une offensive terrestre. Alors, l'offensive terrestre, moi, je l'attends toujours, parce qu'il y a eu 3 axes d'incursion des troupes au sol qui se sont pas vraiment déroulés comme annoncé au départ. On a vu les brigades Al-Qassam reprendre des vidéos où ils tendaient des embuscades à l'armée israélienne avec succès. Et d'ailleurs, je le rappelais hier dans le bulletin de veille stratégique, puisque des gens se disaient, mais comment ils font pour avoir des munitions? Alors déjà, personne ne sait quel était le stock des mouvements palestiniens avant le 7 octobre, de munitions, dans les vastes tunnels et compagnie, peut-être avait-il de quoi tenir un siège de 3 ans, de 4 ans, on ne sait pas, avec l'essentiel de leur matériel étant des armes légères ou des armes d'appui type RPG, les munitions sont pas très volumineuses, donc on peut en stocker énormément, sans trop de difficultés. Là, en plus,
ils font comme les Viet Cong pendant la guerre du Vietnam, ils réutilisent les munitions israéliennes non explosées pour faire des embuscades. Donc là, c'est comme ça qu'ils ont réussi une belle embuscade, semble-t-il, la semaine dernière. Je dois maintenant le dire plus clairement, je ne comprends pas les actions actuelles de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Quel en est le but exact? S'agit-il d'infliger de graves dommages à des civils? Et ces derniers jours, ce comportement s'est intensifié. On ne peut plus le justifier en disant que l'on vise le Hamas. Monsieur Merz indique que Berlin reste en dialogue étroit avec le gouvernement israélien et qu'il prévoit un entretien avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans le courant de la semaine. D'autres dirigeants européens ont aussi exprimé des critiques à l'égard des actions israéliennes. Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, a déclaré que l'ambassadeur israélien serait convoqué en raison du refus de l'État hébreu d'autoriser l'entrée libre de l'aide dans la bande de Gaza. Monsieur Kristersson a également indiqué qu'il était favorable à une réévaluation de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Quant au ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, il a qualifié la situation à Gaza de catastrophique et a appelé à une solution à 2 États pour mettre fin au conflit. Les Américains réussissent à libérer, alors Thierry disait un otage, non, c'était un prisonnier de guerre, puisque c'est un soldat israélien, israélo-américain. Le gars, Netanyahou veut se prendre en photo avec lui pour dire regardez, on l'a sorti de tôle, des mains du Hamas. Non, déjà c'est pas toi qui as fait le coup, c'est les Américains sans toi. Et le gars veut même pas te voir. Faut se rendre compte, les otages ou les prisonniers libérés par le Hamas ne veulent plus voir Netanyahou. Le divorce entre les gens victimes du 7 octobre et le gouvernement israélien, pour que ce soit plus manifeste, je sais pas comment on peut faire. Ce sont des images fournies par cette nouvelle fondation humanitaire de Gaza, créée de toutes pièces et soutenue par les États-Unis. Elle montre que les livraisons de nourriture dans le territoire palestinien dévasté ont commencé. Que savons-nous de cette fondation qui compte distribuer 300 millions de repas pour une période initiale de 90 jours, mais qui est accusée par l'ONU et des ONG de ne pas respecter les principes d'impartialité, de neutralité et d'indépendance? Ce groupe s'appelle la Fondation humanitaire pour Gaza. Il est soutenu par Israël et dirigé par d'anciens militaires américains et des responsables humanitaires. Il distribuera de l'aide alimentaire dans des centres situés dans le sud et le centre de Gaza. Ce nouveau mécanisme limite la distribution alimentaire à un petit nombre de plateformes surveillées par des groupes de sécurité américains privés. 4 plateformes sont actuellement en cours d'installation, toutes proches de positions militaires israéliennes mais souvent éloignées des zones les plus peuplées. Jake Wood, l'Américain à la tête de l'organisation, a annoncé dimanche soir sa démission. Impossible, selon lui, de travailler de manière indépendante. De nombreuses questions se posent quant au fonctionnement de cette organisation et à son administrateur. Leur directeur, Jake Wood, vient de démissionner quelques jours avant qu'il n'annonce leur entrée en fonction. On ignore également qui va financer cette organisation. Financement opaque, légalité douteuse, un brouillard enveloppe cette opération humanitaire exigée par Israël qui cherche un moyen d'éviter que l'aide ne soit détournée par le Hamas. Les Nations Unies et les organisations humanitaires nient tout détournement important et rejettent donc ce nouveau mécanisme qui permettrait selon elles à Israël d'utiliser la nourriture comme une arme. On n'a pas vu un seul journaliste mainstream pleurer sur le sort de nos confrères qui ont été tués par centaines. On est à plus de 200 journalistes tués à Gaza. On les a jamais vus protester contre le fait que ce soit en Cisjordanie, oui c'est en Cisjordanie et à Gaza, l'armée israélienne ait fermé les bureaux d'Al Jazeera. On peut penser ce qu'on veut d'Al Jazeera, mais c'est des journalistes. Bon, vous savez qu'ils sont payés par le Qatar, ça tout le monde le sait. On va pas le rappeler à chaque fois. C'est comme tout le monde sait que tel ou tel média est tenu par Bolloré, par machin, par bidule, mais c'est un média. Israël a décidé de fermer leurs bureaux. Donc, top, la censure, ça n'a gêné personne non plus à l'époque. Voici la principale source qui alimente Damas en eau. Elle prend sa source dans les ruines d'un temple romain, alimentant la capitale syrienne en eau potable pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, on ne voit plus qu'un filet d'eau après que la Syrie a enregistré les précipitations hivernales les plus faibles depuis des décennies. Cette année, nous vivons une nouvelle situation. Les précipitations en Syrie et dans les pays voisins ont été très faibles. Nous n'avons enregistré que 20% des précipitations annuelles et cela s'est reflété dans l'écoulement de l'eau de cette source qui est habituellement inondée de février à juin. Mais cette année, l'eau n'a même pas émergé.
La source Ain el-Fijé et la rivière Barada, qu'elle alimente, constituent la principale source d'eau pour plus de 5 millions de personnes. Les représentants du gouvernement préviennent que la situation de sécheresse pourrait s'aggraver au cours de l'été et invitent les habitants à utiliser l'eau avec parcimonie. Cette année, nous avons pris des mesures. Nous activons le rationnement de l'eau. Damas était approvisionnée en eau tous les jours, mais maintenant elle le sera tous les 2 jours. Et nous avons donné des instructions pour le rationnement de l'eau. Les faibles précipitations affectent également la sécurité alimentaire de millions de personnes, car le gouvernement syrien prend des mesures pour limiter les cultures qui nécessitent trop d'eau. Mohamed est agriculteur depuis plus de 12 ans dans la région rurale de Damas. Il affirme que cette année est la pire qu'il ait jamais connue. Sa récolte de blé a échoué, tandis que les légumes peinent à pousser en raison des faibles précipitations et du fait que les puits d'eau sont à leur niveau le plus bas jamais atteint. En raison des faibles précipitations, nous sommes confrontés à un manque d'eau et nous essayons de nous en sortir. Les récoltes de cette année sont très mauvaises. Beaucoup ont cultivé du blé, mais tout est perdu. Je cultive des pois et ils doivent être arrosés tous les 5 jours, mais dans nos conditions actuelles, nous les arrosons tous les 10 jours, donc ils ne produiront pas comme d'habitude. On espère que l'allègement des sanctions récemment annoncées par l'administration américaine contribuera à augmenter l'approvisionnement en énergie de la Syrie et à atténuer la pénurie d'eau. La crise de l'eau est divisée en 2 parties. L'une est liée aux eaux souterraines et aux précipitations et cela n'a rien à voir avec le gouvernement. Mais la deuxième partie est liée à l'énergie nécessaire pour pomper l'eau des puits. Plus d'énergie pour l'électricité signifie plus d'heures pour pomper l'eau dans les maisons des habitants et cela atténuera la crise de l'eau. La Syrie est embourbée dans des crises prolongées générées par des années de guerres ravageuses et de sanctions paralysantes. Aujourd'hui, avec la levée de ces sanctions et la réintégration de la Syrie dans le système international, une nouvelle aube se dessine avec l'espoir qu'elle pourra apporter des solutions aux défis quotidiens du peuple syrien. D'abord, pour être extrêmement précis, je suis convoqué par ce qu'on appelle le GLAT, c'est-à-dire le groupe de lutte antiterroriste, qui fait partie de la sous-direction de la police antiterroriste et qui ne lutte pas directement contre le terrorisme. Ce groupe s'occupe des fausses alertes à la bombe, il s'occupe de l'apologie de terrorisme, etc. Donc déjà, faut que ça soit clair. Quand j'ai fait des recherches sur ce GLAT, j'ai trouvé très très peu de choses. C'est quasiment un groupe, je dirais pas fantôme, mais presque, j'ai trouvé un petit édito d'Europe 1 sur le sujet. Ça, c'est la première information. La deuxième précision, c'est que je ne suis pas convoqué en témoin assisté ou audition libre, je ne suis pas accusé directement. Je suis convoqué je suis convoqué en tant que témoin. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Parce qu'on se dit, le témoin, il vient pour témoigner, il y a une affaire en cours, il va nous aider à élucider le problème. Non. Quand vous êtes convoqué en tant que témoin, surtout dans une affaire en fait politique, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 10 ans d'activité maintenant, 12 livres à mon actif et une centaine d'articles, j'ai jamais eu une seule plainte. Mais depuis octobre 2023, il y a tout un système qui s'est mis en branle, notamment un groupe de 50 avocats pro-israéliens qui se charge d'attaquer tous azimuts des gens qui critiquent Israël ou défendent la Palestine. Parmi ces avocats, j'en ai déjà parlé, il y a Olivier Pardo, qui est l'avocat de Netanyahou en France, et qui est aussi l'avocat d'Éric Zemmour, et qui a aussi son fils qui fait partie des réservistes de l'armée israélienne. Vous avez aussi Sarah Saldman, qui est une avocate très médiatique, qui fait des appels aux dons défiscalisés pour l'armée israélienne. Alors, si mes souvenirs sont bons, j'avais été attaqué par ce groupe-là sur Twitter très rapidement après le début du massacre puis du génocide à Gaza, donc j'avais très bien compris que j'étais dans le collimateur. Alors, si je suis convoqué en tant que témoin, ça veut dire qu'ils n'ont rien trouvé, c'est-à-dire il y a eu très certainement des signalements par rapport à mes écrits, mes vidéos, etc., mais il n'y a aucun élément pour m'attaquer moi directement. Donc, je suis convoqué en tant que témoin dans une affaire qui concerne quelqu'un d'autre. D'accord? Quelqu'un d'autre qui est attaqué pour apologie de terrorisme. J'en dirai pas plus parce que bon, il y a le secret de l'instruction, etc. Mais donc, quand vous êtes convoqué en tant que témoin dans un cas comme le mien, où en fait on veut vous nuire, mais on n'a pas trouvé de moyen de vous attaquer jusque-là, eh bien, on va, durant l'audition, vous cuisiner, vous poser des questions pièges pour que durant cette audition,
vous commettiez une erreur qui puisse vous faire passer de la case témoin à la case, en gros, inculpé. Bon, je suis pas juriste, mais bon, en gros, c'est ça. Donc, l'audition à laquelle je suis convoqué pourrait très bien se terminer, parce que ça, c'est rare, mais ça arrive. À la fin de l'audition, eh bien, ça peut se terminer par une garde à vue. Ils peuvent décider de me placer en garde à vue à la fin de l'audition si certaines de mes réponses ne leur conviennent pas. Or, le problème qui se pose dans le cas de l'apologie de terrorisme par rapport à ce qui se passe en Palestine, oui, c'est que en France, on va s'attaquer à des gens en utilisant la loi contre le terrorisme. On va attaquer des gens qui s'expriment sur ce qui se passe à des milliers de kilomètres de la France. Ça ne concerne pas directement la France. Donc moi, la question que je pose aux jurys, c'est comment est-ce que on peut arrêter, perquisitionner, envoyer en prison des gens en France qui évoquent des faits, même si ce sont des faits de terrorisme, dans un autre pays. Ça ne concerne pas la France. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et là, dans le cas qui me concerne, je ne veux pas focaliser sur ma personne, mais je rappelle que mon travail consiste à écrire des livres d'histoire, de géopolitique. Je fais de la recherche. C'est-à-dire mon travail consiste à expliquer, permettre aux gens de comprendre. Je ne suis pas un militant. Or, le fait de s'attaquer à quelqu'un parce qu'il écrit des livres dont le contenu déplaît à tel ou tel groupe, c'est extrêmement problématique, d'autant plus qu'on a affaire à des gens, notamment Olivier Pardoe, qui est l'avocat d'un individu, Benyamin Netanyahou, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et donc, on a un État qu'on peut qualifier de génocidaire actuel, puisqu'il commet un génocide, qui arrive à faire arrêter en France des militants ou des auteurs ou des hommes politiques, ou en tout cas les faire auditionner, pour certains placés en garde à vue, d'autres carrément en détention provisoire, alors que ces deux États sont normalement distincts, hein, l'État d'Israël et l'État français. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement dangereuse, extrêmement dangereuse. Joseph Kabila est arrivé à Goma dimanche dans la soirée. C'est ce qu'a affirmé Corneille Nangaa, le chef de la FCM23, sur ses réseaux sociaux. Il affirme que l'ancien président, je cite, a fait un bon choix plutôt que de rester en exil forcé. Alors l'entourage de Joseph Kabila confirme également que l'ancien président est passé par Kigali puis Gisenyi pour rejoindre Goma. Son programme n'a pas encore été précisé, mais son entourage affirme que Joseph Kabila compte rencontrer des membres de la FCM23, des personnalités politiques et de la société civile. Alors dans son dernier discours, Joseph Kabila a affirmé vouloir, je cite, participer à la recherche de la solution à la crise que traverse la RDC. Il a dénoncé la dictature du gouvernement de Kinshasa. Les récentes prises de parole de l'ancien président ont agacé les autorités ici à Kinshasa, qu'il accuse de trahison et de complicité avec la FCM23. Le Sénat a d'ailleurs levé les immunités parlementaires de Joseph Kabila, ouvrant la voie à des poursuites judiciaires. Son parti politique, le PPRD, a été suspendu. L'armée ougandaise a déclaré qu'elle mettait fin à toute coopération militaire et de défense avec l'Allemagne avec effet immédiat. Une déclaration du porte-parole intérimaire de l'armée a accusé l'ambassadeur d'Allemagne, Matthias Schauer, d'être impliqué dans ce qu'il appelle des opérations subversives, bien qu'aucun détail spécifique n'ait été fourni. La coopération en matière de défense entre les deux pays a porté sur l'exercice militaire conjoint, la logistique, le soutien technique aux unités de génie des forces de défense populaires ougandaises et les forces de maintien de la paix au niveau régional. Les forces de défense populaires ougandaises ont déclaré que toutes les opérations conjointes seraient suspendues jusqu'à ce que la question soit entièrement examinée et résolue. Elles ont souligné qu'elles ne pouvaient continuer à coopérer avec des acteurs dont les représentants travaillent contre les intérêts nationaux. Cette suspension intervient alors que l'influence étrangère sur les affaires intérieures de l'Ouganda fait l'objet d'une attention croissante, notamment à l'approche des élections générales de 2026. L'ambassade d'Allemagne n'a pas encore donné une réponse officielle, mais des représentants de l'Union européenne à Kampala ont dit qu'ils surveillaient la situation et demandaient des éclaircissements aux autorités ougandaises. Les analystes politiques estiment que cette décision pourrait mettre à mal non seulement les relations avec l'Allemagne, mais aussi la coopération plus large de l'Ouganda avec l'Union européenne, dont les États membres acheminent l'aide militaire et humanitaire par le biais de plateformes communes. La coopération multilatérale est remplacée par la pensée à somme nulle et les jeux de pouvoir bilatéraux. L'ouverture cède la place au protectionnisme et il y a même une incertitude sur la pierre angulaire du système, le rôle dominant du dollar américain.
Toute modification de l'ordre international entraînant une baisse du commerce mondial ou une fragmentation dans les blocs économiques sera préjudiciable à notre économie. C'est triste. Oui, mais avec les bonnes réponses politiques, il pourrait aussi y avoir des opportunités. L'évolution du paysage pourrait permettre à l'euro de jouer un rôle plus important sur la scène internationale. C'est en quelque sorte, je veux dire, vous avez allégué que le chef du renseignement français est venu vous voir et vous a dit « Nous voulons que vous désactiviez certaines chaînes lors de cette élection roumaine et nous voulons que vous désactiviez certaines chaînes conservatrices. » Vous avez allégué cela et les Français ont déclaré que cela ne s'est jamais produit. Parlez-nous de la démocratie en France. Eh bien, c'est assez drôle parce que le premier, officiellement, le gouvernement français a d'abord officiellement nié ma affirmation, puis j'ai fourni quelques détails supplémentaires et ils ont dû confirmer que les réunions ont effectivement eu lieu, mais ensuite ils ont dit « Oh, ces réunions concernaient autre chose ». J'ai effectivement été, vous savez, sollicité par le chef du renseignement français, Nicolas Lerner, pour faire ce que vous avez décrit. Et curieusement, après le déni est venu, il s'est avéré qu'il y a d'autres faits confirmant ce que je viens de dire. Le même monsieur s'est avéré être en Roumanie 2 jours avant les élections présidentielles. Il y a eu une affirmation faite par l'allié le plus proche du président Macron qui a dit juste une semaine avant les élections qu'ils feront tout ce dont ils ont besoin sur le terrain pour s'assurer que le candidat qu'ils préfèrent soit élu. Donc, je pense que c'était quelque chose qui devrait être clarifié. Telegram ne prend aucune position dans les élections en Roumanie. Je n'aime pas un candidat plus qu'un autre. Je pense juste qu'il est très important d'être très transparent sur les types de demandes que nous recevons et s'assurer que tout le monde suit les mêmes règles et que toutes les mêmes normes sont appliquées à tous les acteurs dans le domaine politique. Co-compétition. Eh bien, permettez-moi de bouger légèrement. Maintenant, les pays autoritaires ne respectent pas les règles et n'utilisent pas les mêmes normes pour tout le monde. Quelles mesures appliquez-vous sur Telegram pour protéger les activistes et les journalistes des représailles ou de la surveillance, par exemple? Nous avons malheureusement en France et en Europe au sens large et dans le monde occidental suffisamment de groupes d'activistes qui adhèrent à des idéologies, c'est ce qu'on appelle les technophobes et les néoludistes exactement. Ce sont des gens qui considèrent, c'est assez bizarre, hein, c'est dans une démarche qui est à la fois éthique, politique et économique, qui considèrent que les machines sont mauvaises, qui s'opposent, qui par tradition, alors là, c'est une tradition qui remonte à la Révolution industrielle britannique. Oui. Et le mouvement ludiste. Les machines, parce qu'elles donnaient des conditions de vie terribles aux ouvriers, ça a été relancé par le marxisme. Et puis aujourd'hui, il s'oppose aussi aux grandes infrastructures commerciales et industrielles. Donc il y a de véritables courants qui, à l'origine, de véritables groupes. C'est un courant qui, à l'origine, vient plutôt lié à l'extrême gauche et à l'altermondialisme, mais qui aujourd'hui est aussi en prise avec les milieux écologistes pour la défense de la planète. Alors, on est là dans l'écologie ou de l'altermondialisme radical. Ça n'a rien à voir avec la version politique de ces deux mouvements. Et on a vu les actions se multiplier depuis une vingtaine d'années, même si la France et l'Europe continentale, en règle générale, est moins soumise à ces aléas que les pays anglo-saxons, notamment comme les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne. Mais si on regarde bien, ça a commencé avec Tarnac sur les lignes électriques. On le voit, et nous, au CF2R, nous avons travaillé pour les opérateurs téléphoniques en essayant avec eux d'avoir une cartographie de tous les mâts de répétition qui étaient attaqués. On n'a pas réussi à l'époque, ça remonte à quelques années, à avoir une vision claire de ce qui s'est passé. On le voit sur les attaques sur les fils de cuivre, on l'a vu sur les trains avant les Jeux Olympiques. Donc, il y a suffisamment de groupes activistes qui sont capables de faire ça. Ce qui ne veut pas dire que, ces groupes activistes soient ceux qui auront revendiqué l'opération, et deux, qu'il n'y ait pas, le cas échéant, des intérêts étrangers derrière. Oui, ou qui les financent, ou qui les aident, à la manière d'une association Soros.
Et on n'est pas au sens propre à mon avis, hein, dans un acte de guerre, parce qu'il y a d'autres façons de le faire savoir. Ouais. Mais en tout cas, ce que dit M. Bouget est tout à fait vrai, c'est un signe annonciateur extrêmement fort de ce qui pourrait nous arriver. Alors, il faut aussi apporter, on le voit avec les catastrophes naturelles, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui que les attentats et les sabotages comme ça. On voit bien avec l'évolution climatique qu'on est confronté à des manifestations naturelles de plus en plus violentes qui entraînent là aussi des ruptures, pas uniquement des réseaux électriques, et c'est vrai que les gens qui vivent en province, qui ont plutôt déjà tendance petit à petit à s'équiper de groupes électrogènes et de panneaux solaires, sont un peu moins démunis que dans les grandes villes, parce que l'impact, on l'a vu à Cannes, sur les grandes villes est absolument ahurissant. Je vais compléter sur un point concernant l'acte de guerre contre nos infrastructures électriques à Cannes ou à Nice. Ne minimisons pas l'importance de l'équipe qui a réalisé cette opération, que nous n'avons toujours pas arrêtée d'ailleurs, soit dit en passant. Donc une capacité à être non arrêtée quand même assez importante. C'est pas des petits amateurs qui ont fait ça. C'est des gens qui connaissent, ce sont des professionnels qui connaissent les réseaux électriques, qui sont informés sur la façon de couper un pylône électrique qui va avoir une conséquence sur le canal, sur le festival de Cannes. Qui savent que en mettant le feu à une installation électrique, ils vont déstabiliser la ville de Nice. Donc, je serais beaucoup plus prudent quand le fait de minimiser la portée de cette équipe qui peut tout à fait travailler pour un État étranger. Mais vous pensez à quel État, pardon, Fabien Bouglet, parce qu'à mon avis, vous avez une idée derrière la tête. C'est compliqué de savoir parce qu'il y a plein d'intérêts, mais on est dans un contexte de guerre mondiale, d'Europe contre la Russie. Il y a plein d'hypothèses d'ailleurs. Si on regarde le communiqué de revendication du mouvement anarchiste, on sent bien, il parle du Sahel, enfin tout ça, il y a des éléments. Mais moi, je suis pas analyste, donc je préfère laisser aux professionnels. Mais moi, je le fais en tant que spécialiste des questions énergétiques. Après, l'autre point important, c'est une vieille tradition de l'écoloterrorisme que de cibler les infrastructures énergétiques. Je suis navré, mais je crois que là, Monsieur Bouget est totalement excessif. Non, ce n'est pas un acte de guerre, c'est un acte de sabotage. Qu'il y ait des liens derrière pour semer le trouble, peut-être avec des services étrangers, c'est à prouver, c'est possible, mais rien ne le prouve. L'application des services soviétiques derrière Shaim Nassim et Kresmailville, non, sincèrement, c'est une construction intellectuelle. Nous avons beaucoup travaillé, moi je viens du renseignement, on a travaillé sur les soviétiques, on a travaillé sur l'écoterrorisme. Ce sont deux mouvements extrêmement dangereux contre lesquels nous devons lutter, mais ne soyons pas naïfs. Il n'a pas été armé par les services de l'Est. Non. On est là sur des logiques totalement différentes. Il a été totalement armé par les systèmes. Shaim Nassim avait été armé par les services secrets d'Europe de l'Est. Bon, enfin. Non, vous excusez-moi. Là, nous sommes d'accord sur le fait que ces groupes sont dangereux, que de temps en temps, il y a des interventions de services étrangers pour déstabiliser le pays. Et je pense que ce n'est pas le débat aujourd'hui qui nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment nous sommes vulnérables et comment notre société produit des groupes de cette nature qui peuvent, le cas échéant, être récupérés par des services étrangers. Est-ce qu'on a raison, finalement, de vouloir aller toujours plus loin dans la centralisation électrique alors qu'on a l'impression quand même, et vous allez me dire ce n'est qu'une impression, qu'à côté de ça, on n'est pas du tout armé pour résister à une attaque, que ce soit un sabotage local, éco-terroriste ou ou que ce soit sous faux drapeau étranger. Dans tous les cas, sommes-nous prêts, finalement? Je commence avec vous, Éric Lenessé. Non, aujourd'hui, on ne l'est pas, mais je vais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, combien de Français disposent encore de radio à pile ou à manivelle? C'est-à-dire qu'on l'a vu ces derniers jours sur la Côte d'Azur, quand le réseau électrique est coupé, plus personne n'a accès à l'information. C'est-à-dire que si l'État continue à envoyer sur les ondes des messages d'alerte, des messages qui sont faits pour calmer la population, pour leur indiquer des points de regroupement, qui peut capter ces émissions? Oui. D'ailleurs, donc, voilà, et même gérer une famille entre deux villages ne peut plus communiquer si elle ne prend pas sa voiture. Or, si elle ne peut plus aller faire le plein d'essence parce que les stations-service ne fonctionnent plus non plus parce qu'il n'y a plus d'électricité. C'est du jeudi 29 mai qui vient. Pourquoi ce jeudi 29 mai? Eh bien parce que il y a très exactement 20 ans, le 29 mai, se tenait le dernier référendum que la France
a connu, à savoir le référendum sur l'acceptation ou la non-acceptation par les Français du traité constitutionnel européen, le TCE. Comme vous le savez, il y a 20 ans, malgré une offensive médiatique massive pour le oui, malgré une offensive politique de quasiment l'ensemble des partis de France, en particulier ceux du gouvernement, malgré quelques, évidemment, braves qui s'opposaient, en tout cas médiatiquement et politiquement, c'était un oui, oui, oui. Et attention, si le peuple votait non, on menaçait le pays de tous les malheurs. Et bien malgré cela, le peuple s'est accaparé ce traité constitutionnel européen. Pour ceux qui ont fait la campagne, ils s'en souviennent, c'était très surprenant. Bien sûr, il y avait attaque qui était menée à l'époque par Jacques Nikonov. Bien sûr, il y avait le Parti communiste. Bien sûr, il y avait l'aile gauche du Parti socialiste, entre autres Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, il y avait aussi le Rassemblement national, qui à l'époque s'appelait le Front national, qui militait pour le non. Mais c'est aussi un moment où les citoyens se sont par eux-mêmes approprié ce traité constitutionnel européen. Les libraires étaient surpris de voir des piles de cet ouvrage insipide, incompréhensible, et écrit à dessein pour être incompréhensible, et bien être acheté par les Français, y compris dans les plus petites bourgades de France, être lu, et que des dizaines, que dis-je, des centaines de réunions publiques ont été organisées, parfois spontanément, pour comprendre de quoi il en retournait. Et en fait, le peuple, contrairement à ce que pensent certains politiciens, a une forme d'intelligence que ne comprennent pas ceux qui le dénigrent. Et les temps changent. L'ex-mauvais élève de la classe européenne, l'Italie en l'occurrence, n'a désormais plus grand-chose à nous envier, François, en tout cas en termes de richesse par habitant. C'est vrai, c'est Eurostat, l'organisme statistique européen qui livre ces chiffres, repris par les Échos. Le PIB par habitant d'un Italien est désormais égal à celui d'un Français. Alors qu'il y a 5 ans seulement, il était inférieur de 10%. Sacré remontada pour incroyable. Votre et remontada. L'écart avec l'Allemagne s'est d'ailleurs aussi rétréci. Il y a 5 ans, un Italien pesait, au plan économique, 24% de moins qu'un Allemand. Aujourd'hui, c'est 14% de moins seulement. Alors, il s'agit de chiffres calculés avec la méthode des parités de pouvoir d'achat. Ça tient compte des revenus, mais aussi du prix des biens et des services. En fait, c'est un indicateur de niveau de vie. Vous savez, on s'était habitué à se considérer comme les égaux des Allemands, se retournant vers l'Europe du Sud un peu arriérée. C'est plus du tout vrai. Plus 10% en 5 ans, donc c'est beaucoup. C'est la France, François, qui a baissé ou c'est l'Italie qui a grimpé ? C'est l'Italie qui a connu une croissance plus forte que la nôtre. Plus 3,9% entre 2019 et 2022, alors que nous, Français, c'est 1,5%, 2 fois moins, et l'Allemagne, 0,8 seulement. Une croissance qui s'explique en partie par le plan de relance européen post-Covid, vous vous souvenez, dont l'Italie a été la principale bénéficiaire. Ça s'est évalué en centaines de milliards d'euros. Une croissance riche en emplois. 850 000 emplois créés dans la péninsule en 3 ans, c'est bien plus que nous. Bravo l'Italie donc, même si tout ça, c'est l'explication, je dirais, flatteuse. Parce que ça veut dire qu'il y en a une qui l'est moins ? Oui, quand même. C'est la démographie. L'Italie, c'est l'un des pays d'Europe où le solde naturel, c'est-à-dire naissance moins décès, est négatif. Et en plus, elle subit une émigration des jeunes qui partent à l'étranger. Conséquence, en 5 ans, elle a perdu 700 000 habitants. Et évidemment, quand la population diminue, la richesse par tête progresse mécaniquement. Il y a donc aussi un effet d'optique dans la progression du PIB italien par habitant, même si ça n'explique pas tout. Bon, et alors dans tout ça, en 5 ans, il y a eu l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni. Oui. Qu'est-ce que cela donne, sa politique, son gouvernement ? Écoutez, c'est pas si mal. Elle est là depuis 2 ans et demi. Bon, quand même, stabilité politique, l'Italie n'y était pas habituée. Le chômage, il est à 6%. Ah oui. Il a baissé à 6%. Je rappelle que nous, on est à 7,4%, et que d'ailleurs notre président tire des feux d'artifice tous les 8 jours. L'Italie est quand même beaucoup plus bas. L'immigration illégale, quand même un problème endémique pour l'Italie du Sud, divisé par 2. Les finances publiques, largement redressées. En fait, les seuls domaines où la France a réussi à marquer des points contre l'Italie, ce sont justement les finances, puisque on détient désormais le record du déficit le plus élevé de la zone euro et le record de la dette publique la plus élevée de la zone euro. 2 places longtemps occupées par Rome, que Paris détient désormais et n'est pas prêt de lâcher.
Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.